À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo Les meilleurs outils pour se former. Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! Bonjour Julien. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, toi tu es ici pour nous parler du minage. Ça va être très intéressant, je le sens. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, j'anime une chaîne YouTube depuis 2017, une chaîne YouTube qui parle essentiellement de mining, mais je parle aussi d'autres sujets tels que le stacking, le pooling, enfin le farming en général. Je suis dans la crypto personnellement depuis 2011. J'ai commencé à miner exactement en 2013. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube de 35 000 abonnés et un Discord d'à peu près de 10 000 abonnés où je vous invite à venir d'ailleurs. C'est un Discord où on peut discuter de tout et surtout on discute de mining évidemment et vous trouverez de toute façon l'aide dont vous aurez besoin si vous souhaitez vous lancer dans le mining. Voilà. D'accord, parfait. Est-ce que tu es tout seul à gérer cette chaîne? Alors sur les vidéos, oui, je suis seul. Après sur la chaîne, sur le Discord et en background, on va dire sur la chaîne, évidemment j'ai de l'aide, j'ai des personnes qui m'aident aussi à trouver les sujets, qui m'aident aussi à préparer les vidéos. Mais pour les vidéos, évidemment, le montage et le fait et le son, en fait, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Mais évidemment, sur Discord, on a énormément d'aide, on a des administrateurs qui nous aident pour le Discord, des modérateurs, etc. Donc, on va dire que c'est une communauté entière qui me permet de créer les vidéos parce qu'évidemment, toutes les idées que j'ai dans les vidéos, je les ai pas tout seul. Je glane un peu les infos un peu partout, quoi. D'accord. D'accord, ok. D'ailleurs, en parlant de vidéo, on a eu un petit bug avec ta caméra, c'est pour ça qu'il y a ton logo. Mais bon, ça, c'est Yes. des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout les informations précieuses que tu vas nous donner. Euh, D'ailleurs, bah tiens, on va, si ça te dérange pas, on va commencer tout de suite l'interview. Est-ce que tu avais d'autres Oui, choses vas-y. à dire, à présenter sur ton équipe et toi-même? Non, non, bah, je pense que on est assez clair. Après, si vous voulez plus de détails sur l'équipe et tout ça, je vous invite à venir sur le Discord. Vous verrez, on est assez sympathique. D'accord, vous mordez pas, parfait. Alors, eh ben écoute, on va commencer avec une question assez simple qui va regrouper à peu Yes. près l'ensemble du mining, finalement, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc, avec des mots assez simples pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que Mhm. c'est? Est-ce que c'est légal dans tous les pays, ou en France en tout cas? Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait la différence entre les deux principales manières de sécuriser un réseau, comme le proof of work et le proof of stake? Mhm. Et puis aussi, on entend souvent parler de nœud. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud? Alors, pour répondre à chaque question dans l'ordre, tout d'abord, qu'est-ce que le mining ou le minage en français? C'est tout simplement une opération simple de calcul où vous allez tout simplement utiliser une machine de calcul qui peut être un GPU, donc une carte graphique, ou un ASIC, mais on définira plus tard ce qu'est un ASIC, qui va vous permettre en fait de valider des transactions au sein d'un réseau. Alors, c'est pas tout à fait que vous allez valider des transactions, mais grossièrement, vous allez tout simplement participer à ce que une transaction puisse exister sur le réseau. Par exemple, ça peut être le réseau Ethereum, ça peut être le réseau Bitcoin. Et par exemple, si on prend le Bitcoin, si vous voulez, à chaque fois que vous envoyez un Bitcoin d'une adresse A à une adresse B, ben en fait, vous allez passer par un mineur qui, lui, va vérifier sur votre adresse qu'il y a bien derrière les Bitcoins sur la wallet A et va vérifier que la wallet B peut accepter les Bitcoins. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on valide une transaction et ça passe par les mineurs. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Peut-être que je devrais expliquer un peu plus schématiquement. C'est toi qui vois.
Ouais. De toute manière, ça sera jamais perdu parce que tu auras des gens qui comprendront, puis des gens qui auront un peu du mal, parce que c'est quand même vraiment un langage particulier. Donc, fais-toi plaisir si tu as envie de développer. Oui, bien sûr. Alors, j'ai essayé de faire plus simple quand même. Si on devait comparer l'action des mineurs, donc ceux qui utilisent ces machines de calcul, c'est similaire à Visa en fait. Le réseau Visa ou Mastercard, en fait, c'est exactement la même chose que les mineurs font, c'est-à-dire que Visa, quand vous allez utiliser votre carte bleue pour payer, eh bien, ils vont interroger votre banque pour voir si vous avez les fonds. Si c'est le cas, ils acceptent, et dans ce cas-là, vous pouvez payer. Si c'est pas le cas, bah évidemment, on refuse le paiement. Eh ben, le mineur, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va vérifier à chaque fois que vous faites une transaction que vous avez bien vos bitcoins sur votre wallet et que vous pouvez bien les envoyer sur une autre wallet. Et évidemment, on évite aussi derrière que, vu qu'on valide chaque transaction et que c'est sur un réseau décentralisé, donc c'est un réseau qui, contrairement à Visa, n'est pas contrôlé par des serveurs uniques. Donc il y a plein de serveurs partout dans le monde. Et justement, c'est ça, les nœuds. Les nœuds, c'est exactement, c'est des registres dans lesquels on a toute la blockchain de la crypto. Donc on aura dans ces registres toutes les transactions qui ont été faites depuis le début, depuis la création du Bitcoin. Dans chaque nœud, on a les transactions qui ont été faites depuis le début. Donc, à ces registres, en fait, vous avez du coup des transactions qui s'ajoutent à chaque fois. Et les mineurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter les transactions au nœud, et le nœud, lui, va valider les transactions. Donc, en réalité, les mineurs ne valident pas réellement les transactions, ils les ajoutent au registre, donc au node. Et pour répondre du coup à la suite de tes questions, tu voulais savoir la différence entre le proof of work et le proof of stake. Alors, si on définit ça rapidement, le proof of work, c'est ce que font les mineurs. C'est-à-dire, ils utilisent leur machine de calcul, donc des GPU, des cartes graphiques, quoi, qu'on utilise pour faire des calculs. Et on fait à ce moment-là du proof of work. On valide les transactions par la preuve de travail. Mais il existe d'autres systèmes de validation des transactions. Effectivement, il y a des réseaux qui fonctionnent sans mineurs. Et on appelle ça, à ce moment-là, enfin, la plupart s'appellent des réseaux proof of stake. C'est-à-dire des réseaux où, dans ce cas-là, on n'utilise pas des mineurs, mais on utilise des nodes de validateurs dans lesquels on va mettre de la crypto. Et cette crypto, en fait, ça devient, le fait de la mettre en stacking, crée du coup un enjeu. Et à ce moment-là, on valide les transactions, ne serait-ce que par l'enjeu en fait d'avoir mis des cryptos en stacking, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Alors, clairement, au lieu de passer par des mineurs qui vont résoudre des calculs mathématiques, on va passer sur un réseau où c'est la preuve par l'enjeu. C'est-à-dire qu'on va réserver une partie des cryptos. Par exemple, imaginons, je souhaite participer au réseau ETH 2.0, donc le passage du proof of work au proof of stake. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets mes Ethereum, donc 32 Ethereum, je les bloque sur une wallet donc là, pour le cas, c'est pendant 2 ans. Donc, je bloque 32 Ethereum sur une wallet qui est hébergée, du coup, sur un node. Donc, le node, lui, télécharge la blockchain, synchronise la blockchain Ethereum, et c'est comme ça que je valide les transactions. Mais comment le fait d'avoir des Ethereum dans un wallet peut valider une transaction? Alors, c'est pas vraiment, c'est un protocole, en gros, c'est pas vraiment le fait d'avoir des Ethereum, c'est le fait d'avoir mis en gage, c'est un peu comme si vous mettiez en gage des Ethereum pour dire, ben regardez, je fais partie du réseau, j'ai des intérêts à ce que le réseau fonctionne bien, et la preuve, c'est que je mets des Ethereum en jeu. Après, il y a un système de validation qui se fait sur le node, mais c'est une manière différente de concevoir la validation de transaction. Là, sur le proof of work, on se base sur la puissance de calcul. En gros, on prend en compte, on dit que la personne qui va valider le réseau, elle va investir de l'argent dans des cartes graphiques, donc elle va investir dans le réseau, donc elle a tout intérêt en fait à faire perdurer le réseau. Et là, c'est pareil, sauf que là, on ne demande pas à la personne d'avoir des cartes graphiques, on lui demande d'avoir des Ethereum qu'il va mettre en gage sur le réseau.
Alors là, on parle d'Ethereum parce que c'est l'exemple, mais ça marche avec toutes les monnaies qui sont en proof of stake finalement. C'est le même principe. Exactement. Et il y a encore plein de méthodes de validation différentes parce que le proof of stake, on va dire que ça se ramifie en plusieurs types. Il y a le proof of time, proof of infinity. Enfin, il y en a plein des preuves différentes preuves. Il y a même différentes preuves différentes méthodes de validation sur le proof of stake. Il y a les nœuds de validateurs, par exemple, comme sur Cosmos, le réseau Cosmos ou Osmosis ou autre, où dans ce cas-là, en fait, on va déléguer une partie de sa fortune en crypto. Donc, on va déléguer une partie de ses osmosis, imaginons, l'osmosis, c'est une crypto, hein. On va déléguer une partie sur un node de validateur qui est un serveur externe qui, lui, ne détient pas vos cryptos, mais obtient un droit de vote sur le réseau. Mais D'accord. bien entendu, vous restez maître de vos cryptos, c'est juste que vous allez déléguer le droit de vote, on va dire. Mais alors, du coup, comment, parce que on a bien compris que dans le minage, c'est avec le proof of work, pardon, en échange, ben on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler. En Oui, bien sûr. échange de la puissance de calcul, finalement, le réseau vous donne des crypto-monnaies pour pallier à vos frais et une sorte de récompense. Mais alors dans le proof of Hmm. stake, du coup, c'est uniquement basé sur la future valeur de cette monnaie ou est-ce qu'il y a une autre sorte de récompense? Ah non, non, il y a une récompense, évidemment. Il y a des pourcentages qui sont donnés en proof of stake. C'est-à-dire que quand vous mettez votre crypto en stacking, le stacking, du coup, c'est Ah ça. oui, tu as des intérêts Oui, dessus, d'accord, d'accord, exactement, c'est ça. d'accord. Le proof of stake, c'est simplement proof of stacking. Si tu veux, quand tu utilises ta wallet et que tu mets par exemple, je sais pas moi, tes Ethereum, enfin pas tes Ethereum, mais tes ADA, imaginons, sur un nœud validateur, en fait, à ce moment-là, tu fais du stacking. Donc, tu vas toucher des intérêts. Forcément, exactement. Voilà, tu touches des intérêts. Et c'est ça, l'intérêt d'avoir mis en gage tes cryptos, c'est que tu vas toucher des intérêts derrière. D'accord, d'accord, ok. D'accord, ça fait plus de sens, effectivement. Oui. D'accord. Est-ce que tu as quelque Alors, chose c'est d'autre? discutable aussi. Enfin, Oui. sur la méthode, c'est discutable aussi. On peut dire pas mal de choses aussi sur la différence entre le proof of stake au niveau de la réalité, en fait, de la sécurité du réseau, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est qu'on va sécuriser le réseau en utilisant ces méthodes. Le proof of stake permet de sécuriser un réseau, le proof of work permet aussi de sécuriser un réseau. Mhm. L'avantage du proof of work, c'est que vous n'avez aucune condition pour entrer sur le réseau, c'est-à-dire que tout le monde peut entrer sur le réseau sans minimum d'achat, c'est-à-dire que vous n'avez pas à bloquer des cryptos, vous n'avez pas à acheter quoi que ce soit, vous avez juste à acheter votre carte graphique, à la faire miner sur le réseau, donc à participer au réseau, donc à ajouter des transactions sur les nodes, et, euh, et vous avez juste à faire ça. Et à ce moment-là, en fait, le réseau, lui, il est capé sur quelque chose de réel, c'est-à-dire la valeur énergétique dans le monde réel, c'est-à-dire que ça vous coûte de l'électricité. Et cette électricité, c'est une sorte de gage, en fait. C'est-à-dire que tant que ça coûte quelque chose, ça permet de créer quelque chose. En fait, c'est, euh, c'est comme en économie, en fait, quand on crée de l'argent à partir de rien, on appelle ça la création ex nihilo. Enfin, tu vois, hein, Oui, oui. c'est-à-dire on va partir on va partir de rien. En fait, on va juste créer de l'argent à partir de rien. Sauf qu'on ne le crée pas réellement à partir de rien sur le Bitcoin, on le crée à partir de la valeur énergétique du coût électrique que coûte un Bitcoin à produire. C'est ça le véritable coût en fait du Bitcoin. C'est ça le lien entre le monde virtuel et le monde réel, c'est le coût électrique. Après, c'est mon hypothèse à moi. Évidemment, tout le monde peut-être ne partage pas cette idée, mais c'est pour ça que je suis très attaché au proof of work, parce que pour moi, c'est un lien réel entre le monde virtuel et le monde réel, c'est-à-dire le coût électrique. Après, évidemment, pour le Bitcoin, par exemple, on a dépassé les attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un Bitcoin à produire, par exemple, au Venezuela, ça coûte peut-être 400 euros d'électricité. En France, ça coûte 3 000 euros. Non, en France, ça coûte un peu plus cher, je crois. Je crois que ça coûte 15 000 euros. En Asie, ça coûte 3 000 euros. Enfin,
ça varie effectivement. Hein. C'était, si tu veux mettre le schéma, il y a un schéma du coût électrique du Bitcoin. Si tu veux, je te l'enverrai. Ouais, je le rajouterai au montage. Ouais, c'est en gros, tu vois chaque pays. Bon, il date un peu, hein, il date de 2018, hein, mais le principe n'a pas changé. Tu vois en fait sur le tableau que, par exemple, ça coûte tant de produire un Bitcoin en Asie, tant en Europe, tant en Amérique du Sud, tant en Amérique du Nord. Et en fait, c'est là que tu vois que le Bitcoin lui-même, sa résistance, on va dire, si on peut appeler ça une résistance, c'est le coût de production lui-même du Bitcoin. Et là, tu parles juste d'électricité ou tu parles aussi de matériel? Là, je parle juste d'électricité. D'accord. Le coût électrique. Évidemment, tu as tout à fait raison de le dire. Il faut prendre en compte aussi le coût du matériel. Ça aussi, ça a une importance, évidemment. Donc, pour le Bitcoin, ça sera du coup des machines de calcul dédiées qu'on appelle les ASIC. Et pour, par exemple, l'Ethereum, à l'heure actuelle, c'est des cartes graphiques. Et voilà, tout ça pour dire que comparé au Proof of Stake, ce n'est capé sur rien du tout, mis à part sur lui-même. C'est capé sur la valeur que lui-même a. Donc en fait, il n'y a aucun lien pour moi entre le monde réel et le monde virtuel. Après, ce n'est que mon avis, évidemment. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Bon, puis comme tu l'as dit, le proof of work est accessible à tout le monde, alors que le proof of stake, eh ben, d'emblée, c'est t'es riche, tu fais encore plus d'argent, et etc. C'est-à-dire que si d'emblée, pour le Ethereum, je crois que c'est ce que tu as dit, c'est 32 Ethereum minimum, faut pouvoir les acheter, les 32 Ethereum quand même. Exactement. Bah, c'est ça. Après, certains me diront que c'est un faux problème, et je les comprends, parce qu'ils me diront, bah ouais, mais tu dis ça, mais derrière, on sait très bien qu'on peut faire des masternodes partagés, on peut faire des nodes partagées, donc au final, il n'y a pas vraiment de problème. Oui, c'est vrai, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous retirez une partie du contrôle, parce que vous êtes obligé de déléguer à une autre entité, à un tiers de confiance, qui va s'occuper en fait de vos cryptos. Donc c'est quelque chose en moins. Évidemment, c'est possible. Tout le monde pourra, à mon avis, peu importe son solde, suivant évidemment l'accessibilité de chaque plateforme, chaque provider. Un provider, c'est quelqu'un qui va s'occuper de stacker pour vous, on va dire. Mais chaque provider pourra choisir le minimum d'Ethereum qu'on pourra faire et combien il accepte sur son node d'Ethereum. Mais encore là, le problème, c'est que ça pose un gros problème de décentralisation du coup. Parce que du coup, on centralise tout au même endroit et c'est ça le problème. Alors que sur le mining, l'avantage, c'est que n'importe qui se lance, peu importe la puissance de calcul, il pourra se lancer et pourra valider, ajouter des transactions au réseau comme n'importe qui. Et ça crée du coup une décentralisation, pas parfaite évidemment, elle est quasi imparfaite parce que malgré tout, on se regroupe tous au même endroit quand même, hein, et au final, on donne notre puissance de calcul à quelqu'un qui va s'occuper du coup de gérer tout ça et du coup de miner en collectif, qu'on appelle les pools. Mais je pense qu'on y reviendra après. Oui, oui, ça fait partie des questions. Et mais si par exemple il y a des milliers et des milliers de pools, on peut quand même rester dans une certaine décentralisation. Là où le danger pourrait être, c'est si on a que des centaines de pools avec des pools beaucoup plus fortes que d'autres. Le monopole, en fait, on retombe dans le monopole. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Bah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est le même problème qu'on peut avoir avec le Proof of Stake. Au moment où tout le monde aura 32 Ethereum, évidemment, il va y avoir des providers qui vont être plus gros que d'autres et qui vont gérer une grosse partie des Ethereum pour leurs clients. Est-ce qu'il y a des règles prévues, par exemple, en disant tu peux pas avoir plus que tant, justement, pour se dire ok, au lieu d'en créer une grosse, on va en créer plein de petites? Alors, oui et non. Enfin, oui, effectivement, c'est une règle, en fait, c'est purement mathématique, en fait. Mais le problème, c'est que c'est basé sur la patience des gens, en fait. Si vous voulez, n'importe quelle pool, peu importe la taille de la pool, elles sont toutes au même niveau. C'est juste, en principe, hein, si elles respectent évidemment, si elles ont des serveurs qui fonctionnent bien, si tout est respecté de A à Z, elles sont toutes au même niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, excuse-moi de te couper. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais ça va faire trop loin. Est-ce que tu peux juste très vite dire ce que c'est qu'une pool? Une pool, c'est un serveur, c'est un serveur qui va regrouper la puissance de calcul de tous les mineurs. Ça permet, l'utilité, c'est que ça permet du coup de trouver plus souvent des crypto-monnaies, d'avoir plus de chances de trouver des crypto-monnaies et du coup de se les répartir proportionnellement à la puissance de calcul de chacun.
Ça permet de trouver plus vite. C'est ça, c'est un Voilà, collectif. C'est comme si je c'est m'associais à ça. toi pour miner. Exactement. Du coup, on a plus de chances de trouver rapidement. Mais D'accord. comme je disais, du coup, juste avant, c'est que toutes les poules se valent si elles respectent évidemment le cahier des charges de base, hein, donc une bonne connexion, du sérieux et surtout une transparence, parce que beaucoup de poules ne sont pas transparentes hein, la manière dont elles calculent les fees et puis les rewards. C'est qu'en fait, elles vont toutes avoir la même espérance de trouver des cryptos, donc des Ethereum par exemple. C'est juste que bah, forcément, vous allez avoir plus de temps à trouver une crypto quand la poule est toute petite. Quand elle n'a pas beaucoup de puissance de calcul, vous allez mettre plus de temps. Mais logiquement, vous allez toucher plus. C'est-à-dire que sur une petite poule, vous allez toucher plus, mais moins souvent. Et sur une grosse poule, vous allez toucher moins, mais plus souvent. Mhm. Évidemment, après, il y a aussi à prendre en compte, si on veut rentrer dans les détails, un seuil critique à partir duquel ben, il faut que la poule elle ait au moins un minimum pour que ça soit au moins tous les mois qu'on Bien touche sûr, quelque chose. bien sûr. Mais du coup, il y a un seuil critique, comme tu dis, pour le minimum, mais il n'y a pas de seuil pour le maximum Non, qui pourrait aider à la décentralisation. non, pas à l'heure actuelle en tout cas. D'accord. Pas à l'heure actuelle, en tout cas pas pour l'Ethereum et pas pour la plupart des cryptos. En tout cas pas à ma connaissance. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je ne connais pas de maximum. Enfin, je sais, le maximum évidemment c'est les 51%. Ça, c'est Mhm. vrai, mais c'est même pas une question, c'est même pas une limitation technique. C'est plus une limitation tout simplement par le consensus. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'une pool détient plus de 51% du réseau, on commence à dire aux mineurs, écoutez, ce serait mieux quand même que vous dispersiez ailleurs. Parfait. C'est un peu, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça avec la Chine qui possédait plus de 75% des mineurs au monde qui étaient en Chine. Mm. Donc du coup, le fait qu'elle ait banni le minage l'année dernière en Chine, ça a permis aux gens de se relocaliser. Et du coup, bah, c'est une bonne chose dans le sens où la localisation a aussi un impact géopolitique, entre autres, Oui, bien et sûr. voilà, économique et tout ça. Donc ça a quand même un impact. Pas ce que tu es en train de nous expliquer, mais ça m'a fait penser à ça dans le sens où qu'un pays Et tu as tout détienne à fait trop raison de de le dire. mineurs, c'est pas bon. Bah, c'est exactement ça. Quand une nation a autant de contrôle comme la Chine et décide de la pluie et du beau temps pour le mining, évidemment, ça a un impact, ça peut avoir un impact sur le réseau. D'ailleurs, toutes les fermes qui étaient auparavant en Chine, du coup, se sont majoritairement transférées aux États-Unis ou alors en Russie. Donc au final, la puissance de calcul, elle n'a pas baissé, mais elle a été transférée. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que le pourcentage que détient une nation, même indirectement en termes de puissance de calcul, est à prendre en compte aussi. Oui, parce que c'est la même chose. On rentre dans le monopole, c'est pas bon pour la décentralisation et tout ce qui s'ensuit. On est bien Exactement. d'accord. C'est aussi, du coup, pour revenir à ça, c'est aussi parce que du coup, tout n'est pas beau, tout n'est pas vert. C'est aussi un des problèmes du proof of work. On va pas se leurrer. Il y a des Mhm, problèmes sur le proof of stake, sur le problème de la décentralisation. Il y en a aussi sur le proof of work aussi. mhm. Je comprends. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, quand on prend une décision importante sur le réseau et qu'on pose des questions, on la pose évidemment aux utilisateurs, donc les mineurs. Les mineurs, ils ont leur droit de vote en principe, mais c'est pas forcément respecté par toutes les poules. Il y a des poules qui vont prendre tout simplement une décision en disant vous êtes chez nous, nous on prend cette décision. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez qu'à partir. Alors, ben justement, ma deuxième question, c'était si est-ce qu'il existe des différents moyens, est-ce qu'il existe, pardon, différents moyens de miner? Et si tu pouvais nous expliquer rapidement les différences, les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Donc, Oui, je peux te l'expliquer. Du coup, donc évidemment, dans le mining, vous avez ceux qui vont utiliser leurs machines, qui vont monter tout de A à Z et qui vont participer au réseau. Donc, tu as un rig, ça s'appelle un rig. Un rig, c'est un ensemble de GPU qui est dédié au minage. Donc, c'est de l'argot américain, c'est ma rig, c'est tout simplement bah, ma machine, quoi. Donc, c'est ça, ce que vous voyez là.
Et après, évidemment, vous avez d'autres possibilités. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est toujours du mining, sauf que vous passez par un tiers de confiance. Par exemple, le cloud mining, que je ne recommande pas vraiment. Parce que malheureusement, dans le cloud mining, il y a beaucoup, beaucoup de scams. Et faut faire attention à ça. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre où c'est pas vraiment du cloud mining, où tout simplement vous allez prendre des parts dans une entreprise de mining. C'est-à-dire que vous allez détenir une part de la ferme de mining, de la ferme Est-ce de que, minage. est-ce que C'est le ça, cas c'est par quelque... exemple de Summit Mining, je crois. Et pour revenir du coup pour les masternodes, oui, je l'ai déjà dit, mais effectivement, il y a les masternodes que vous détenez en totalité, donc intégrale, et les masternodes que vous partagez avec d'autres personnes. Bon, l'inconvénient, c'est que dès lors que vous voulez sortir, il y a des délais souvent pour les masternodes partagés. C'est-à-dire que quand vous demandez à sortir, il faut qu'on vous trouve un remplaçant. Ou sinon, le masternode, il disparaît. Donc, à mon avis, la plupart du temps, c'est assez simple sur certaines plateformes. Parce que ça, c'est quelque chose que vous faites sur des plateformes, hein, des providers. Ça peut être, je sais pas, Field Mining, Just Mining, etc. Et en gros, ce qu'ils vont faire, eux, soit ils le prennent à leur charge, c'est-à-dire que eux, quand vous sortez, ils vont rajouter de leur poche, je sais pas, un Ethereum, imaginons. Soit, bah, ils vous donnent un délai, et dans ce cas-là, ils attendent que vous sortiez. Là, on va parler un petit peu plus des ASIC. Alors on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc, on peut miner le Bitcoin avec ça, mais est-ce qu'on peut miner d'autres crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ça, en fait? Pourquoi c'est différent? Pourquoi l'Ethereum, Oui. on ne mine pas l'Ethereum avec des ASIC? Alors, récemment, il y en a des ASIC, même si c'est particulier. Mais en soi, un ASIC, en fait, c'est tout simplement que vous allez utiliser une seule puissance, vous allez utiliser un seul algorithme, c'est-à-dire que vous allez dédier votre machine de calcul à un seul algorithme. Par exemple, quand vous avez une carte graphique, votre carte graphique, elle a un GPU et ce GPU, il est capable d'utiliser plein de langages différents. Ce qui fait que la carte graphique, elle est polyvalente. Elle peut aller sur telle crypto, telle crypto, telle crypto. Elle peut aller sur plein de cryptos. Un ASIC, lui, il est dédié à un seul algorithme. Il va uniquement sur cet algorithme. Par exemple, pour faire simple, vous avez une crypto égale un algorithme est égal plusieurs cryptos. Vous pouvez avoir plusieurs cryptos sur un algorithme. Ce qui fait que, par exemple, quand vous avez un ASIC qui est dédié au minage de Bitcoin, en fait, vous avez un ASIC qui est dédié à l'algorithme SHA-256. Et donc, toutes les crypto-monnaies qui sont sur cet algorithme, vous pouvez les miner. Donc, il n'y a pas que le Bitcoin, il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, c'est une machine qui n'est pas polyvalente, qui du coup vous oblige à miner un seul algo. Est-ce que si demain les cryptos disparaissent, est-ce que ça a une utilité cet appareil? Est-ce qu'on peut le transmettre le transférer à autre chose? Non, D'accord. malheureusement, ça sert malheureusement qu'à ça. Si, contrairement à une carte graphique où vous pouvez jouer avec, après, si vous le souhaitez, si par exemple c'est plus rentable de miner. D'accord. Contrairement, comme tu viens de dire, les cartes graphiques qu'on utilise pour l'Ethereum ou les autres crypto-monnaies dont tu as parlé tout à l'heure, qui, elles, peuvent être reconverties en autre chose. C'est ça. Ce que tu veux en plus, sur un ordinateur, pour jouer, pour faire du calcul, du montage, ce que tu veux, oui. Est-ce qu'on peut le miner tout seul dans son coin ou est-ce qu'il faut à tout prix faire partie d'un collectif? Oui, alors rien ne vous empêche de miner tout seul. Miner en solo, c'est tout à fait possible. Sur certaines cryptos, c'est même recommandé parfois. Mais sachez que si vous minez tout seul, vous abaissez vos chances de trouver un bloc, donc de trouver une récompense rapidement. Ce qui est Alors, possible si vous minez. Oui, bien sûr. Excuse-moi, hein, vraiment de te couper. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est possible? Pourquoi un mineur seul a moins de chances qu'un collectif? Parce que c'est des statistiques en fait. Vous avez, si vous voulez, il va y avoir un nonce. En gros, à chaque fois que vous allez faire des recherches, enfin à chaque fois que vous allez miner, votre machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer une série de suites numériques, une série de chiffres, jusqu'à ce que ça fonctionne. En fait, ce qu'elle fait, c'est elle bombarde, elle fait du brute force, elle balance plein de séries de calculs,
Et donc, au bout d'un moment, bam, là, le code est bon, plouf, c'est bon, on peut passer à la suite. Et chaque bout, évidemment, de calcul est donné par le bloc précédent. Donc, chaque bloc précédent va donner un nonce, et à partir de là, ça va donner une clé, et on va devoir essayer de trouver à partir de là, eh bien, la composition du bloc suivant. Et dès lors que le mineur arrive à trouver, on va dire, cette suite numérique, bim, il arrive à trouver le bloc et donc il le remporte. Le truc, c'est que, comme vous l'aurez compris, vu que c'est du brute force, c'est-à-dire qu'on va faire plein de calculs à la seconde, bah, plus vous avez une puissance de calcul colossale, plus vous avez une puissance de calcul importante, plus vous avez de chances de le trouver rapidement. D'ailleurs, cette difficulté dans la résolution des calculs varie sur le réseau en permanence en fonction de la puissance du calcul sur le réseau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de puissance de calcul sur le réseau Ethereum, bien la difficulté va s'abaisser. On va avoir une difficulté plus basse. Par contre, s'il y a beaucoup trop de monde d'un coup, ben la difficulté va augmenter afin d'avoir une production de blocs qui soit toujours prédictible. On veut qu'il y ait tant de blocs toutes les minutes qui soient produits. Donc, pour ajuster en permanence ça, ben on joue sur la difficulté. Et pourquoi c'est important? C'est important dans la prédiction et dans la création de la valeur. Donc, il y a un schéma. Vas-y. Il y a un schéma, oui. C'est-à-dire qu'on va dire que il y a 21 millions de bitcoins qui vont être créés en totalité. On dit que au bout d'un certain temps, on fait une division par 2 des récompenses, donc ce qu'on appelle le halving. Donc, par exemple, tous les 4 ans pour le bitcoin, donc tous les temps de blocs, on décide qu'on divise par 2 la récompense. C'est pour créer, en fait, bon, après, ça, c'est au niveau économique, mais en gros, c'est pour créer de l'inflation sur la crypto. Et du coup, si on n'arrive pas à prédire le nombre de cryptos en circulation dans le futur, bien, ça chamboule énormément de choses. Donc, c'est plus un aspect économique que technologique, finalement. C'est plus c'est plus un aspect effectivement économique. Ça ne sert qu'à ça, en fait. C'est pouvoir créer de la valeur dans le temps et préserver cette valeur et surtout préserver l'intérêt que pourraient avoir les mineurs sur le réseau. Pour le Bitcoin, on donne beaucoup au début quand le réseau est tout petit parce qu'on veut maintenir l'attrait des personnes sur la crypto. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup de Bitcoin, on va distribuer énormément de Bitcoin quand il a été créé. Donc, dans les 4 ans de sa création, on a distribué 50 bitcoins par bloc, ce qui est énorme par rapport à aujourd'hui. Oui. Après les 4 ans, voilà. Mais c'est normal, c'est toujours proportionnel aussi à l'attrait et au réseau. À ce moment-là, 50 bitcoins, ça valait rien. 50 bitcoins par bloc, les gens se disaient, bon, d'accord, c'est des miettes, quoi, tout simplement. Et du coup, au fur et à mesure du temps où il y a eu un intérêt pour le Bitcoin, eh bien, il y a eu des halvings qui ont permis justement de diviser par 2 tous les 4 ans, eh bien, la récompense. Et petit à petit comme ça. Si on avait distribué tous les Bitcoins d'un coup, les mineurs n'auraient plus eu d'intérêt en fait à miner parce qu'ils auraient eu que les frais de transaction. Sauf que les frais de transaction sont aussi payés en Bitcoin. Donc si la crypto, si le Bitcoin ne monte pas et n'a pas de valeur, eh bien, au final, les frais de transaction ne valent rien. Du coup, juste un petit complément. Donc, le halving, c'est quelque chose qui arrive, je crois que c'est tous les 210 blocs, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. 210 blocs, ça me paraît peu quand même, hein, parce qu'un bloc, c'est toutes les 10 minutes sur Bitcoin. 210 000 alors. C'est possible, ouais, c'est possible. Après, j'ai pas le chiffre en tête, mais oui, en tout cas, c'est tous les... Je Évalué en temps, ça représente à peu près tous les 4 ans. À peu près 4 ans, voilà, c'est ça que j'allais dire. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça, 210 000 blocs, il me semble. Est-ce que, donc si on divise par 2 tout le temps, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien? Est-ce que... Oui, mais justement, c'est que à ce moment-là, on compte sur une inflation, on compte aussi sur le fait que le Bitcoin va être beaucoup plus cher à ce moment-là et que ça y ait toujours un intérêt. Dès lors que, par exemple, on sera en 2120, hein, parce que c'est à peu près en 2120 qu'il y aura plus du tout de production, à ce moment-là, on espère vraiment que les mineurs qui valideront sur le réseau, à ce moment-là, on ne sait pas, à ce moment-là, les mineurs seront payés uniquement avec les frais de transaction. Donc, il n'y aura plus de blocs de créer, donc ils seront payés uniquement avec les frais de transaction. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh ben, on espère que le Bitcoin soit suffisamment haut pour que les frais de transaction suffisent à payer les mineurs. Alors, est-ce que, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler
De l'installation. Donc, comment on Oui, crée une bien sûr. installation chez soi? Qu'est-ce que c'est qu'un rig? Faut-il une pièce spéciale juste pour faire du minage? Pourquoi? Quel type de matériel? Combien de matériel? Oui. La bande passante aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Les puissances, ah ça, je veux bien que tu nous expliques les puissances de calcul et leur Oui, signification, tu sais, en termes de hachage et tout ça. oui, bien sûr. Alors, vas-y, un petit débrief sur l'installation. Beaucoup de questions, mais je vais Oui, tâcher d'être le plus clair possible. La puissance, enfin, on va pas partir par la puissance, on va plutôt partir sur la base. Un rig, c'est quoi? C'est tout simplement un ordinateur avec beaucoup de cartes graphiques dessus. Donc là, comme vous voyez là, c'est pas extraordinaire. C'est juste des cartes graphiques qu'on va aligner. Alors évidemment, étant donné que on est des mineurs et nous on cherche à rentabiliser, donc on cherche à payer forcément le moins cher possible, ce qui ne sert à rien. Ce qui ne sert à rien entre parenthèses, qui a une utilité relative, on va dire, sur la machine. Donc, on va pas prendre les cartes mères les plus chères, on va prendre des cartes mères qui sont adaptées, qui permettent de gérer plusieurs cartes graphiques. Donc, on va prendre par exemple une BTC 37. C'est une carte mère qui va nous permettre déjà d'avoir un processeur intégré, parce qu'on n'a pas besoin d'un gros processeur. On a juste besoin d'un processeur pour faire fonctionner l'OS, donc le système d'exploitation, et on a juste besoin de barrettes de RAM. 4 Go suffisent là, sur la plupart du temps ça suffit largement pour la plupart du temps sur différents algos. Donc pas besoin de plus. Donc une carte mère bas de gamme, donc une BTC 37 qui gère plusieurs cartes graphiques, un processeur bas de gamme et de la RAM bas de gamme, pas besoin d'avoir de la DDR5 ni de la DDR4, on prend ce qu'il y a de plus basique. Après, là où on va vraiment avoir besoin de mettre de l'argent, là où on va dire le poste de dépense le plus important, ça va être les cartes graphiques. Évidemment, là, on va choisir les cartes graphiques les plus puissantes. Et souvent, les plus puissantes, c'est aussi les plus chères. Entre ces cartes graphiques et la carte mère, on va utiliser souvent des risers. Ce sont des adaptateurs qui permettent en fait de passer de PCI Express x1 à des PCI Express x16. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc c'est tout simplement, c'est juste un adaptateur en fait. Et bien sûr, il nous faudra une alimentation. Alors pour l'alimentation, il nous faudra une alimentation adaptée qui soit évidemment solide, parce que cette alimentation, elle va fonctionner 24 heures sur 24 et elle va donner beaucoup de puissance de calcul, donc beaucoup de puissance pardon en watts, ce qui fait qu'il faut il faut faire les bons choix sur l'alimentation et surtout, il faut une alimentation qui soit suffisamment puissante. Parce que les cartes graphiques, ça consomme forcément. Plus elles sont puissantes, plus elles consomment, etc. Donc en gros, pour miner, il vous faudra juste ça. Évidemment, il vous faudra aussi un disque dur ou un SSD ou même une clé USB, même si c'est pas trop recommandé suivant la clé USB que vous allez prendre. Et c'est tout. Il vous faudra juste ça et vous pouvez commencer à miner. Bien sûr, il vous faudra aussi être en réseau parce que évidemment c'est sur Internet, donc ça se synchronise sur un réseau. Donc à partir de là, il vous faudra un réseau qui soit stable. C'est tout. Pas besoin d'avoir une grosse puissance au niveau, enfin un gros débit, pas besoin d'avoir un gros débit au niveau de votre box. Vous avez juste besoin d'avoir un réseau stable. C'est pour ça qu'on préfère déjà une connexion en RJ45 et pas une connexion en Wi-Fi. Donc si vous pouvez privilégier bien sûr le RJ45 et sur votre box, évidemment, pas besoin d'avoir de la fibre, pas besoin d'avoir le réseau le plus puissant au monde. Un simple réseau stable suffit. Il faut qu'il soit stable. C'est la stabilité qui compte. oui, oui, tout à fait. Et est-ce que ça prend beaucoup de place déjà est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans le coin de sa chambre ou dans un placard ou... Ah, c'est compliqué. Alors certains le font, hein, certains le mettent dans un coin, dans leur chambre. L'avantage, c'est que ça chauffe votre maison pour rien du tout. C'est-à-dire que vous avez un chauffage qui est rentable. Ah oui, parce que c'est le gros avantage, c'est que vous allez chauffer votre maison avec vos rigs. Donc l'hiver, c'est parfait. L'été, c'est un peu moins à privilégier quand même. Mieux vaut à ce moment-là le mettre dans un endroit où vous ne serez pas présent, donc un garage, une cave. Et vraiment, l'idéal, c'est d'avoir une bonne aération. Hein, et on reprend les bases de la thermodynamique. Hein, c'est facile à retenir. L'air froid se stack en haut
et l'air chaud se stack l'air froid se stack en bas, pardon. Oui. je vais le redire. Même moi, je me trompe là, c'est pas bon. Hein. L'air froid se stack en bas et l'air chaud se stack en haut. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à partir de là, vous pouvez gérer vos flux d'air et c'est comme ça que vous devez gérer vos flux d'air. Vous devez récupérer en général la chaleur en hauteur et amener de l'air froid par le bas, tout simplement. D'accord. Par contre, l'été, il faut quand même une climatisation, quelque chose, et ça risque de brûler les cartes ou quelque chose ou... Alors, évidemment, les cartes, elles peuvent se mettre à chauffer énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prévoit souvent de les ripads. Le ripad, c'est tout simplement, ou ripaste, enfin ça dépend comment on le prononce, enfin ça dépend des personnes. Un ripad, c'est tout simplement qu'on va retirer les pads thermiques sous la carte graphique, donc à l'intérieur, celles qui sont en contact avec la VRAM et avec différents composants. Et on va les retirer et on va les changer. On va mettre des pads thermiques qui sont plus efficaces. Donc ça, c'est vraiment le niveau ultime. C'est-à-dire que vous faites ça vraiment en dernier recours. Évidemment, la première chose à faire, c'est de trouver une bonne aération chez soi et éviter la clim. Il faut tout simplement une grande ventilation. Donc des ventilateurs industriels, ce sera le plus adapté, évidemment. Donc ça, c'est si vous avez une grosse ferme, évidemment. Hein. Si vous avez une petite ferme, une simple aération suffira avec une ventilation classique, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver dans les hottes. Une aspiration ou tout simplement un ventilateur suffira largement tant que vous faites correctement votre installation pour que l'air circule le plus naturellement possible. Donc du coup, on pourrait faire ça dans son salon si on veut. Il n'y a pas besoin d'avoir une pièce dédiée à ça. Non, on peut le faire dans son salon, hein, c'est possible. Après, ça dépendra combien de rigs vous avez. Évidemment, je ne vous conseille pas de le faire si vous commencez à avoir 3 ou 4 rigs. Ça risque de commencer à chauffer et la gestion du flux d'air, ça risque de compliquer les choses. Parce que dans votre salon, vous voulez sûrement pas mettre de VMC ou de gros ventilateurs et que ça fasse un bruit énorme. Parce que forcément, l'été, ce qui va se passer, c'est que vous allez être obligé de mettre des ventilateurs et ça fait du bruit en permanence. Donc, les ventilateurs des cartes graphiques et les ventilateurs latérales ne vont pas suffire. Il va falloir rajouter une ventilation, une aération, enfin. Donc l'idéal quand même, c'est de l'avoir dans une pièce dédiée, c'est vrai. Ouais, oui, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Oui. Et deuxième question, est-ce qu'on peut faire ça dans une cave? Alors quand je parle de cave ou un garage, oui. Je parle d'un endroit qui est plus frais que le reste, mais qui en général est sujet à l'humidité. Exactement. Alors oui, c'est possible, hein, on peut le faire. Par contre, évidemment, il va falloir derrière déjà vérifier le taux d'humidité de votre cave. Et si vous avez un taux d'humidité trop important, évidemment, vous allez utiliser une machine pour retirer l'humidité. Vous allez déshumidifier votre environnement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les rigs, ils vont souvent maintenir en fait l'humidité assez bas parce que vous allez en permanence refouler l'air. Si vous mettez une VMC, une aération complète, vous allez refouler l'air. Parce qu'en général, les caves, si elles ont un taux d'humidité aussi important, c'est aussi parce que l'air ne circule pas correctement. D'accord. Donc, hormis enlever un peu d'humidité de la pièce, il n'y a pas vraiment de solution pour ça. On peut mettre, je sais pas, une protection tropicale qu'on met sur certaines cartes mères qui sont utilisées, par exemple, dans des endroits tropicaux. On met de la laque, en fait, un produit pour justement pour protéger de l'humidité la carte mère. Tu vois, je savais pas. On peut rajouter ça. On peut rajouter ça si on a vraiment peur de l'humidité, ouais. On en apprend tous les jours. Je ne savais absolument pas que ça existait. Les bombes tropicales, je sais, antitropicales ou tropicalisées, les cartes mères tropicalisées, je crois que ça coûte pas très cher sur Amazon. Ok. Mais vraiment, c'est à ne faire que si vous avez vraiment peur. Hein. Le plus simple, ça reste de ventiler votre cave. Ah oui, niveau sonore, est-ce que ça fait du bruit? Oui, alors, plus ou moins, hein, évidemment. Ça dépend, hein, ça dépend de ce que vous avez comme installation. On va dire que généralement, ça fera pas plus de bruit que votre télé si elle était allumée en permanence à un son. C'est un peu comme une ruelle, un peu que vous entendriez à quelques mètres, qui est un peu bruyante et c'est constant évidemment. Donc évidemment c'est difficile à expliquer comme ça. Mais disons que si c'est juste des cartes graphiques, c'est pas si bruyant que ça. Ça sera bruyant évidemment, mais vous allez vous y faire. Par contre, si vous rajoutez des ventilateurs, des VMC, etc.,
là, ça va commencer à être très bruyant et surtout si vous rajoutez des rigs, ça risque d'être très bruyant. Moi, je Est-ce me que souviens que là récemment, on allait voir un mineur chez lui, donc un abonné, on allait le voir et il nous a présenté sa ferme et dans sa ferme, on s'entendait pas. Pourtant, il avait que 5 rigs. oui, dès que tu mets des ventilateurs, c'est mort, hein. Exactement. Est-ce que donc c'est ça que je voulais savoir. Donc oui, c'est pas agréable comme bruit, bien évidemment, mais est-ce que c'est assez fort pour perturber tes voisins et avoir des problèmes de voisinage, par exemple? Ah non, 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 pas pour des rigs. Non, des rigs, D'accord. non, non, non. Les rigs, ça va. C'est les ASIC à la mise, enfin les machines de calcul qui sont dédiées à un algorithme. Celles-là, les ASIC par exemple, ça peut être très bruyant parce que ça chauffe énormément et les ventilateurs dessus sont assez volumineux. Mais bon, il y a des solutions encore pour ça. Il y a aussi la possibilité de faire du water cooling ou carrément de l'enfermer dans une VMC. Et du coup, les VMC font en général moins de bruit que les ventilateurs industriels qu'il y a de base. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler des softwares? Parce que j'imagine que c'est pas juste tu prends ton Riggs ou ton ordinateur puis tu le plugs. Il doit être forcément relié à quelque chose, j'imagine, Oui, à l'autre évidemment. bout. Ouais. Évidemment, il va falloir un système d'exploitation. Alors, vous Ouais. avez plusieurs choix déjà sur le système d'exploitation. Vous pouvez choisir, par exemple, entre Windows, que vous connaissez tous. Windows, je le recommande pour les personnes, par exemple, qui souhaitent faire autre chose avec leur rig. Par exemple, si vous souhaitez, souvent c'est pas un rig d'ailleurs, c'est juste un PC de bureau. Si par exemple vous souhaitez naviguer sur Internet et de temps en temps miner, je vous conseille d'utiliser Windows et notamment je vous conseille d'utiliser NiceHash. Si vous souhaitez vraiment faire de temps en temps du mining, le mieux c'est d'utiliser NiceHash sur Windows. C'est le plus simple. Ok. Après, si vous souhaitez vraiment vous investir dans un rig et dans ce cas-là avoir plusieurs GPU, dans ce cas-là, je vous conseille pas Windows, mais HiveOS, qui est un système d'exploitation. Évidemment, il n'y a pas que HiveOS, il y a aussi Easy Mining OS, il y a aussi Simple Mining. En fait, c'est différents OS qui sont eux dédiés de A à Z pour miner. Donc ça, c'est ce que Donc, tu installes sur sur ta ton rig, carte mère, en fait. oui, sur le SSD, sur le SSD, sur la clé USB. Oui, c'est Et ce que je ensuite, voulais dire. C'est sûr. oui, oui, bien sûr, j'avais compris. Et ensuite, t'as les softwares qui vont s'ajouter. Donc, les softwares, c'est juste les logiciels de mining. Bon, t'en as plein à ce niveau-là. Hein. T'as T-Rex Miner, t'as LOL Miner, t'as Red Panda Mining, Team Red Miner, pardon. Team Red Miner, pas Red Panda Mining. Ça, c'est un YouTuber. Team Red Miner, t'en as plein en fait. Et ils se valent presque tous, évidemment. C'est compliqué parfois à évaluer parce qu'ils font souvent des mises à jour pour tous se mettre à peu près au même niveau. Mais il y a des softwares qui sont plus pour les cartes Nvidia. Donc par exemple T-Rex, c'est vraiment plus pour les cartes 3000 de chez Nvidia. Et il y en a plus qui sont pour les cartes AMD, comme c'est le cas de Team Red Miner. Donc c'est plutôt en fonction de la marque, en fait, que de la performance. La marque du GPU, ouais. D'accord. Effectivement, de la puce. Donc AMD ou une Nvidia, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sites internet ou des supports où on peut se renseigner là-dessus, où il y a des recommandations, des comparaisons, des trucs comme ça? Bah, après, je pourrais te dire que en faisant mon auto-promo qui a mon Discord, Et tu sur fais lequel bien, tu et tu trouveras, fais bien. sur lequel vous trouverez bah, plein de personnes qui pourront vous aider à trouver eh bien, le mineur le plus adapté à votre carte graphique. La plupart du temps, ça correspond, c'est assez facile, hein. Sauf bien sûr si vous tapez dans les cartes graphiques très très anciennes. Dans ce cas-là, peut-être on vous conseillera pas les mineurs actuels, mais même on vous conseillera peut-être pas de miner tout simplement. Mais oui, voilà. Sinon, oui, il y a plein de sites de disponibles hein, où vous trouverez tous les mineurs de disponibles. Vous avez souvent sur les pools de mining, vous avez des choix entre plusieurs logiciels de mining de disponibles déjà sur la pool. Et ils vous montrent comment les utiliser. Alors justement, tu fais bien de parler de poule. Comment on fait pour trouver une poule? Comment on sait quelle est la meilleure? Ah oui. Bah, j'avais fait une vidéo sur comment trouver la meilleure pool. Alors, j'avais pas tout dit, effectivement, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le choix, mais je dirais que la première chose à voir, c'est évidemment le pourcentage sur la pool, combien elle vous prend, la stabilité du réseau, évidemment,
et le pourcentage qu'elle a sur le réseau. C'est pour moi les choses les plus importantes à regarder, évidemment, avec le type de paiement aussi, c'est-à-dire comment elle va vous payer, quel est le minimum de payout, donc à partir de combien d'Ethereum que vous avez par exemple accumulé, elle va vous payer, et comment elle va vous payer, c'est-à-dire que est-ce qu'elle va vous payer en Ethereum, est-ce qu'elle va vous payer en BTC, en BNB, sur quel réseau et combien ça va coûter de frais de transaction. Et sinon, pour choisir sa pool et pour avoir le listing de toutes les pools disponibles en fonction de la crypto, bah, vous pouvez par exemple aller sur Mining Pool Hub. D'accord. Par exemple, il y en a d'autres, évidemment des sites, mais vous pouvez par exemple aller sur ce site et vous verrez toutes les pools disponibles en fonction de la crypto que vous aurez choisie. Est-ce que si on va sur ce site, c'est une valeur sûre dans le sens où il n'y aura pas de scam, etc. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il y a un travail derrière ou est-ce que c'est juste un annuaire en fait? Je ne sais pas s'il y a vraiment un travail derrière pour vérifier s'il n'y a pas de pool de scam. Et les pools de scam, en général, elles ne durent pas très longtemps. Donc, si vous voulez vraiment pas avoir de problème, vous prenez les plus connus. Celles qui sont dans le top 10, le top 20, vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Et alors, tu nous as parlé tout à l'heure qu'il fallait faire attention à la façon dont ils nous payent, etc. Yes. Qu'est-ce que tu préconises, toi? Alors, j'avais fait justement, j'ai fait deux vidéos dernièrement sur le sujet, sur miner sans frais. Donc, je préconise pas de pool en particulier, mais je préconise de se faire payer quand même dans un autre réseau que le réseau Ethereum. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les frais de transaction assez importants sur le réseau Ethereum, que vous connaissez tous, que ce soit les mineurs ou les utilisateurs. Eh bien, vous avez déjà eu affaire à ça, à mon avis. Donc, ça vous coûte assez cher souvent. Et l'idée, c'est d'être payé toujours en Ethereum, mais dans un autre réseau. Vous obtenez un token Ethereum qui est l'équivalent de l'Ethereum, mais sur un autre réseau. Par exemple, ça peut être le réseau Matic, ça peut être donc le réseau Polygon, ça peut être le réseau la Binance Smart Chain, donc le BNB. Enfin, voilà. Ça peut être un autre réseau ou carrément ça peut vous payer en BTC ou en une crypto que vous voulez. Alors, justement, tu nous parles de frais, c'est très bien, ça me fait jumper sur ma question suivante. Quels sont les frais et est-ce qu'il existe un site qui pourrait nous permettre de calculer plus ou moins à l'avance, nous donner une idée de ce qu'on pourrait gagner, suivant notre pays de résidence, bien sûr, et notre matériel? Alors, oui, tout à fait. Évidemment, comme tu l'as dit, le coût électrique, c'est un facteur hyper important en tant que mineur. On essaye d'avoir la facture d'électricité la plus faible possible. Donc pour ça, on va réduire évidemment la consommation de nos cartes. Donc là, on peut passer parfois par des flash BIOS ou tout simplement par des OC. On va modifier les overclocks de notre carte pour qu'elle consomme moins, contrairement aux gamers qui cherchent toujours à consommer plus et donc à avoir des performances de plus en plus importantes. Les mineurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le maximum de hash rate en consommant le minimum. Donc pour ça, ils vont jouer sur l'overclockage. Alors, deux choses. L'overclockage, d'ailleurs, je dis overclockage, mais c'est peut-être pas le terme, je dirais le downclockage, c'est-à-dire qu'on va réduire certaines performances pour réduire la consommation. Et qu'est-ce que c'est que le hash rate? Le hash rate, c'est tout simplement la puissance de calcul de ta carte graphique sur un réseau. C'est-à-dire que sur un algo, plutôt, sur un algo. D'accord. Et ça vient quand tu achètes ta machine, il te dit il y a tant de hash rate ou c'est quelque chose que tu dois calculer? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester. Tu prends ta carte graphique. Donc évidemment, aujourd'hui, tu as plein de sites qui référencent la puissance de calcul de ta carte graphique. Donc tu sais que sur ta carte graphique, sur tel algo, il faut faire attention parce que ça change en fonction des algos. Donc il ne faut pas comparer les algos entre eux. C'est important. Il faut comparer les cartes entre elles par rapport aux algos. Sinon, ça ne veut rien dire. Dans ce cas-là, ta carte graphique, elle va avoir tant de puissance de calcul, et tu sais que tant de puissance de calcul, ça peut te rapporter tant par jour. Et justement, pour répondre à la question que tu m'as posée juste à la fin, à savoir comment on calcule sa rentabilité, tu as des sites comme par exemple What2Mine, où tu renseignes la puissance de calcul, donc le hash rate de ta carte graphique, tout simplement, tu le renseignes. Ensuite, tu mets ton coût électrique TTC ou hors taxe, suivant si tu es en France, donc tu es professionnel, ou si tu es ailleurs, tu es particulier. Dans ce cas-là, tu mets le coût électrique tout simplement, tu fais calculer et ça va te donner à un instant T la rentabilité de ta carte graphique par jour, par mois, par an. D'accord, parfait. Très bien. Est-ce que ça te le donne en valeur fiat, en valeur fiduciaire? C'est ça, oui. Ça donne l'équivalent. Ça peut te donner l'équivalent en dollars, en euros, en ce que tu veux en fait. C'est toi qui choisis la monnaie. D'accord. Et à ça,
Euh, parce que si je comprends bien, par exemple, si tu mines de l'Ethereum, tu vas avoir de l'Ethereum en contrepartie. C'est bien ça. Voilà. Donc, du coup, à ce que tu viens de gagner, enfin, ce que tu viens de dire, là, ces gamins, s'ajoute aussi la valeur de la monnaie dans le futur. Oui. Bah, enfin, oui, forcément. Enfin, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire par là, c'est que le site, là, il va te donner un aperçu de ce que tu vas gagner là maintenant. Mais si non, lui, il te donne une estimation à un instant T. Ça, c'est bien important. De ce que ça va te coûter, excuse-moi. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Alors, sur la consommation électrique, ça, tu peux en être certain. Sauf, bien sûr, si tu as une grosse fluctuation de ta puissance de calcul. Et du coup, forcément, tu as une augmentation des cartes graphiques, mais ça sera proportionnel. Sauf si aussi, derrière, tu as un changement de ton tarif d'électricité. Mis à part ça, il n'y a pas de gros changement au niveau du coût électrique. Tu verras pas de gros changements. Pour le hash rate, tu verras pas de changement non plus, parce que la carte graphique, elle a tant d'hash rate, elle restera comme ça. Sauf, bien sûr, s'il y a un déblocage des cartes LHR, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui va changer, c'est juste le cours de ta crypto. Donc, pour calculer votre rentabilité, il y a 3 facteurs à prendre en compte. Le coût électrique, le coût de la crypto, évidemment, donc, et la difficulté. Donc, la difficulté vous permettra d'avoir le hash rate adéquat. Permettra de connaître par rapport au hash rate ce que vous pouvez miner en crypto, dans la crypto qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces pour réduire l'électricité? Ou est-ce qu'on peut utiliser des panneaux solaires ou est-ce que c'est assez puissant? Ah, ça c'est pour la production électrique. Oui. Pour la production électrique, vous pouvez, utiliser tout ce que vous voulez. Hein, si vous voulez faire un barrage hydroélectrique dans votre jardin, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des panneaux solaires si vous voulez, hein, évidemment. Après, c'est à vous de calculer ce que ça va vous rapporter. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Sincèrement, je l'ai jamais fait. J'ai pas installé de panneaux solaires pour pouvoir miner, mais certains l'ont fait. Après, il faut voir, effectivement. Est-ce que c'est suffisant par rapport au coût des panneaux solaires? Alors c'est suffisant. Ça dépendra de la consommation d'un rig, de votre rig, sachant que les cartes graphiques ont une puissance de calcul différente et donc forcément une consommation différente aussi. Forcément, si vous allez mettre un gros rig, vous allez consommer beaucoup. Si vous allez mettre un petit rig avec des petites cartes graphiques, vous n'allez pas consommer beaucoup. Ça dépendra de la production électrique par rapport à votre consommation. Et les cartes graphiques consomment moins que le ASIC, c'est bien ça. Alors, ça dépend. Je dirais que ça dépend de la taille aussi, bien évidemment. Oui, évidemment. Au ratio, les ASIC consomment moins. Au ratio. D'accord. Par rapport à la puissance de calcul par rapport à la consommation, consomment moins. Ils sont plus optis. Ah ça, tu vois, c'est bien de le savoir parce que la rumeur sur Internet dit plutôt le contraire. Oui, mais ça consomme plus. Si on regarde les choses dans l'absolu, oui, il va y avoir beaucoup plus de puissance. Mais par rapport à ce qu'ils produisent, en termes de hash rate, ils consomment très peu parce qu'ils ont été optimisés à mort. Mais c'est pour ça que je trouve ça. Un GPU, lui, il est jamais optimisé à mort puisqu'il n'est pas conçu pour ça à la base. C'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est très bien que tu le dises parce que ça montre le deuxième côté, c'est voir la consommation électrique, c'est bien, mais après, si tu fais tes statistiques, au final. C'est ça. Il faut toujours regarder le ratio entre le coût électrique et ce que ça te rapporte en hash rate. C'est important. L'idéal, tu vois, un mineur, de toute façon, ce qu'il cherche, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un minimum de consommation pour un maximum de hash rate. Il essaye de trouver l'ajustement parfait pour être le plus rentable possible. Alors justement, je suis désolée, je suis obligée de te poser la question. Oui, vas-y. La fameuse question qui énerve tout le monde. Est-ce qu'en 2022, c'est encore rentable de faire du minage? Eh bien, je vais faire le youtubeur et je vais faire une vidéo chaque année pour dire c'est rentable de miner en 2021, en 2022, en 2023, 2024, 2025, 2026 et je vais pas m'arrêter comme ça. Non, plus sérieusement, oui, ça sera toujours rentable de miner dès lors que l'électricité vous coûtera moins cher que ce que ça vous coûte, que ce que ça vous rapporte. Un mineur, de toute façon, ça cherche à atteindre son ROI, son retour sur investissement, le plus rapidement possible. Oui, mais des fois, il va en oublier.
c'est sûr qu'après, il faut payer toutes les factures qui vont avec et tout ça, bien évidemment. Mais il faut pas non plus oublier aussi que, après, si tu as l'esprit un peu plus dans l'investissement, justement, le Bitcoin est un exemple parfait de ce qui peut arriver. Je veux dire, on peut passer de 500 dollars à 65 000 dollars. Tes bénéfices sont pas du tout les mêmes. C'est que tu joues sur deux tableaux, du coup. Tu nous as parlé de Proof of Stake tout à l'heure. Est-ce que tu penses que le Proof of Work est voué à disparaître? Alors ça, c'est une question assez intéressante et qui demande pas mal de réflexion parce que elle a l'air simple sur le coup, mais du coup, j'avais fait une vidéo pour expliquer ça. Qu'est-ce que ça engendre le Proof of Stake pour le Proof of Work? Et dans ce cas-là, il y a plein de scénarios possibles. J'avais parlé dans la vidéo de 2 scénarios. Et le premier scénario, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que la puissance de calcul sur Ethereum, elle se répartit sur différentes cryptos. Et dans ce cas-là, il y a une perte de rentabilité pour tous les mineurs. Et derrière, la crypto ne prend pas de valeur. Et dans ce cas-là, petit à petit, on se retrouve à abandonner petit à petit le mining, ce qui fait qu'on finit par vendre tout notre matériel à bas prix. Donc ça, c'était un scénario possible. Après, il y avait un deuxième scénario, c'était que le Proof of Stake, finalement, on se rend compte que ça crée pas mal de problèmes au niveau de la décentralisation, que c'est pas ultra intéressant pour ceux qui souhaitent, par exemple, obtenir une rentabilité quasi instantanée, qui veulent avoir le contrôle sur tous leurs investissements, parce que du coup, pas mal de Proof of Stake enferment les stackers dans un laps de temps. Par exemple, sur Cosmos, vous avez un délai avant de pouvoir récupérer vos fonds. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le Proof of Work. Vous récupérez vos fonds et vos machines, vous en faites absolument ce que vous voulez. Il y a aussi le degré de risque qu'on est prêt à prendre. Parce qu'au final, quand vous êtes en Proof of Stake, vous perdez la crypto sur laquelle vous êtes perd de la valeur, vous perdez tout. Alors qu'en Proof of Work, vous avez encore vos machines de calcul et elles servent encore à quelque chose. En tout cas pour les GPU, pas pour les ASIC. Les ASIC, malheureusement, les à part servir de presse-papier, serviront peu à grand-chose. Puis, il y a aussi le fait, alors là, ça n'a rien à voir avec le minage, mais il ne faut pas oublier non plus que les crypto-monnaies, enfin, la blockchain, en tout cas, pas que les crypto-monnaies, mais la blockchain nous apporte beaucoup plus de liberté grâce à la décentralisation, moins de censure, plus d'autonomie et surtout, on peut récupérer la mainmise sur nos informations personnelles, etc. Donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans le sens où si on commence à récupérer nos libertés, ça peut devenir intéressant et du coup, même si on n'a pas de récompense, juste pour maintenir nos libertés, on pourrait tous se mettre à miner ou faire des nodes, etc. Oui, bah après, on a le droit de croire en l'humanité hein, et de croire que les gens vont apporter de la puissance de calcul gratuitement, mais malheureusement, Bitcoin a compris très vite, enfin Satoshi du coup dans le Bitcoin a très vite compris que pour sécuriser un réseau, il fallait utiliser, il fallait créer un intérêt à ce que les gens protègent ce réseau. À la base, les premiers qui sont arrivés dans la crypto, ils pensaient pas à l'argent, ils pensaient vraiment à la technologie, au réseau. Et quand on a commencé tous la crypto, en tout cas moi quand j'ai commencé, je ne pensais même pas à l'argent, ça ne rapportait rien, pas grand chose en tout cas. Mais par la suite, c'est devenu marketing sur marketing. Et aujourd'hui, les gens qui s'intéressent au mining, et on peut pas leur en vouloir, hein, c'est normal, hein, ils s'intéressent surtout à l'argent qu'ils vont pouvoir faire. C'est pour ça que c'est pour ça que je te parlais de ça, parce qu'effectivement, la philosophie de Satoshi, c'est justement basé là-dessus, c'est plus pour l'équitabilité, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais à la base, c'était le moteur quand même. Donc, est-ce qu'on pourrait... Peut-être que ça peut être un moteur, si du jour au lendemain, ça devenait moins rentable, peut-être que ça pourrait être un moteur à prendre en considération. Alors je sais pas si tu t'y connais un peu en NFT, mais est-ce que c'est quelque chose qui se mine les NFT? Alors oui, je m'y connais en NFT aussi. Alors les NFT, ça se mine pas, ça se mint. Ça, tu le sais. Mais non, la plupart du temps, la plupart des NFT ont rien à voir avec le mining. Ça se mine pas. Enfin, je veux dire, à ma connaissance, il n'y a aucun NFT qui permet d'être miné. Ensuite, alors là, il y a beaucoup trop de choses à dire, mais est-ce que tu peux nous parler vraiment un tout petit résumé sur la fiscalité? Donc, tu es en France, toi, il me semble. Hein Ouais, c'est ça, je suis français, oui.
Donc, qu'est-ce que la fiscalité autour du minage? Alors, on va faire simple, hein. On avait Oui, fait oui, des très vidéos sur la simple. fiscalité. Oui, oui. Alors, bah, pour le minage, en fait, en France, vous êtes censé vous déclarer en tant que, vous déclarer en tant qu'entreprise ou société, ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de vous déclarer. Donc, la plus petite structure, pardon, pour commencer, ça peut être l'auto-entreprise en France. Donc, le régime micro-fiscal. Dans ce régime-là, vous avez tout simplement à déclarer vos revenus. Et ce qui se fait le plus souvent, alors c'est une technique parmi tant d'autres, c'est de déclarer une facture. Par exemple, vous éditez une facture à chaque fois que vous recevez un paiement de la poule. Par exemple, ça peut être un moyen de déclarer. Ça dépendra encore une fois de chaque comptable, chaque expert comptable. Chacun a sa petite tambouille, on va dire, mais c'est une manière de faire. Alors pourquoi il y a des techniques différentes? Bah, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de codification pour l'instant précis sur le mining. Est-ce qu'il existe des enfin des logiciels qui pourraient récupérer toutes les transactions pour toi, ou tu es obligé de faire ça Oui, manuellement? je suppose qu'il en existe. Après, je sais pas si il y avait, je crois, un logiciel qui s'occupait de la déclaration fiscale, mais je suis pas sûr qu'il s'occupe du mining. Je vais pas les citer, mais en gros, il y en avait certains, ouais, qui le proposaient, oui. Mais Parce que tu après, sais, quand, c'est pas très compliqué, hein. En réalité, si tu veux tout savoir, je vais faire simple, hein. La plupart des mineurs, ils font une déclaration, une facture toutes les semaines, voire tous les mois. d'accord. Soit ils regroupent un minimum payout qui est en fait équivalent à un mois de minage, soit bien ils vont regrouper tout ça dans une seule facture. D'accord, mais ils vont le faire manuellement. C'est pas comme sur les exchanges, par exemple, si on est sur Binance, on peut exporter notre transaction. Puis si on met ça Oui. dans un fichier Excel, ça nous fait notre calcul tout seul. Bref, on a la possibilité d'exporter. Là, toi, il faut le faire manuellement. À chaque fois que tu retournes de l'argent, il faut que tu le notes toi, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, il y a des pools qui permettent d'exporter, mais oui, D'accord. en général, oui, il faut le faire soi-même. D'ailleurs, pour revenir à ça, rapidement, hein, rapidement sur la fiscalité, beaucoup de personnes confondent la fiscalité du coup des mineurs, qui est une fiscalité qui est basée sur les BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux, avec celle de, on va dire, des plus-values qui sont faites en dehors du mining, qui elles sont taxées dans la catégorie pardon, des BNC, des bénéfices non commerciaux. Quand vous êtes dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux, vous êtes assujetti à la flat tax. La flat tax, c'est 30%. Et ça n'a rien à voir avec le mining. D'accord. Si vous êtes mineur, vous n'avez pas de flat tax, puisque vous déclarez tout comme une entreprise. D'accord. Vous faites pas vous faites pas de valeur ajoutée. En fait, vous n'avez pas de trading occasionnel. Vous faites ce qu'on appelle une activité constante, Alors, régulière. c'est bon Donc d'avoir dit là, ça pour pas que les gens se trompent. C'est une oui, bonne oui, petite il n'y a pas astuce. de flat tax à 30% pour les mineurs. C'est pas pour les mineurs. C'est pour les traders ou n'importe quel investisseur. Si vous avez une crypto, par exemple, à 100 euros, qu'elle monte à 900 euros, vous avez fait une plus-value de 800 euros. Alors évidemment, ça se calcule pas exactement comme ça, la plus-value. C'est sur la totalité des actifs, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Mais à ce moment-là, vous calculez votre plus-value. Et, euh, et en gros, bah, c'est 30% sur votre plus-value. Mais ça Et n'a aucun rapport avec le mining. est-ce que, parce que la fiscalité pour ce qui est du hodl, par exemple, ou du trading, peu importe, c'est que on va déclarer seulement quand on a transformé ça en monnaie fiduciaire, donc en dollars ou en C'est ça. euros. Euh, C'est ça pour le. Oui, oui, c'est ça. donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Pour le- si tu es payé en Non, Ethereum, tant que tu c'est n'as pas pas la même retiré. chose. Ah, d'accord. Ouais. Non, 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 pas tout à fait. Parce que là, en principe, dès que vous recevez votre paiement, vous devez déclarer à un instant T le paiement en fiat. En principe, hein. En tout cas, c'est ce Mais on doit faire, oui. comment tu veux faire si tu es payé en Ethereum et que tu retires pas ton Ethereum, le prix de ton Ethereum aujourd'hui sera pas du tout le même que celui dans 6 mois. Je suis d'accord. C'est pour ça que tu dois, en Ça principe, n'a aucun convertir en sens. fiat tout de suite. Ouais, c'est pour ça que tu dois convertir en fiat tout de suite, normalement. D'accord, donc tu Un peux pas le mineur, laisser, tu peux tu pas peux, le. tu peux, mais dans ce cas-là, il va falloir faire une double transaction. Euh, En gros, alors ça, c'est encore, chacun fait comme il veut, parce qu'il n'y a pas encore de codification exacte. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux déclarer ton Ethereum en facture, donc tu le déclares à temps.
Et ensuite, tu le réinvestis, et à partir de là, si ça prend de la valeur, tu payeras la plus-value dessus. Donc tu vas payer 2 fois dessus. Ouais, malheureusement, c'est possible. Mais écoute, tant qu'il n'y a pas de codification, c'est chacun fait un peu comme il veut, quoi. Enfin, D'accord. pas comme il veut, évidemment, mais on va dire que c'est pas très clair. Par contre, là, ce que je dis là n'est pas valable pour tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque situation de chaque mineur est différente. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu poses cette question sur la fiscalité parce que prochainement, on va avoir un rescrit fiscal. Alors, un rescrit fiscal, c'est tout simplement une question qu'on a posée à l'administration fiscale sur une situation donnée. Donc, on a posé récemment une question à l'administration fiscale sur la situation d'un mineur. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce mineur corresponde à peu près à tous les mineurs qu'on connaît. Donc, c'est une situation qui peut être répétée, on va dire. Et en gros, on a posé cette question et là, on a eu la réponse. Et on va pouvoir bientôt commencer à expliquer bien la réponse de l'administration fiscale sur la situation des mineurs. Mais vous avez du courage. C'est pas moi Ouais, qui bah ferai oui, ça. bah là, je suis aidé quand même. Je suis avec un fiscaliste, donc heureusement d'ailleurs qui m'aide beaucoup. Et d'ailleurs, c'est lui qui parle énormément de fiscalité. Moi, je connais la fiscalité, mais pas autant que lui, on va dire. C'est notamment quand il s'appelle, c'est notamment Maxime le fiscaliste. Pardon, excuse-moi Maxime si je t'ai oublié quelques secondes. C'est Maxime le fiscaliste. Il a une D'accord. chaîne YouTube d'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner. Il y a pas mal de vidéos intéressantes sur la fiscalité en général et sur la fiscalité des cryptos. C'est super ça. Alors ça c'est la, la meilleure chose que tu nous as dit depuis le début. T'aurais dû commencer par là. On va dire, ça intéresse pas forcément tout le monde la fiscalité. Hein. Non, ça n'intéresse personne. Je vais te le dire, je vais être honnête, ça n'intéresse absolument personne. Sauf que comme c'est obligatoire, on est malheureusement obligé de Oui, s'y c'est sûr. intéresser et il y a encore très peu d'informations à ce sujet-là. Donc, je suis très contente que tu m'aies adressé Maxime parce que je pense que si Maxime est d'accord, au prochain sommet, ça sera le premier invité. Non, c'est vrai que c'est quelque chose de très pénible et très chiant, je vais être honnête. Mais on n'a pas le choix, on est obligé. En plus, ça change tout le temps. C'est le Far West, il n'y a même pas de règles, il n'y a pas de régulation, il n'y a rien. Ça change tout le temps en fonction des pays, de ci, de ça. Et honnêtement, si t'es pas fiscaliste, tu comprends rien, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, ouais, on s'y perd très rapidement, je suis d'accord avec toi. Mm. Notamment, on s'y perd en plus parce qu'il n'y a pas de codification. Oui. S'il y avait une codification, ça serait clair, net et précis. Hein. On ferait comme la taxation des plus-values, ça serait beaucoup plus simple, mais c'est pas le cas pour les mineurs. On va dire que c'est pas une priorité pour l'instant, et donc il n'y a rien de clair dessus, quoi. Donc c'est chacun fait un peu comme il veut, on va dire, entre parenthèses évidemment. Est-ce que tu pourrais nous donner un type d'installation qui, selon toi, serait vraiment parfait pour commencer? Alors, ça, c'est assez complexe, mais on va dire que si vous cherchez à miner du Bitcoin, évidemment, vous pourrez le faire avec des cartes graphiques, mais ça sera pas rentable. Parce qu'en fait, c'est possible de miner, évidemment, avec l'algo SHA-256 sur des cartes graphiques, mais vous serez pas rentable. Par contre, vous aurez la possibilité de miner avec des ASIC, donc des machines de calcul dédiées à ça. Le problème, c'est que ces ASIC, ça coûte assez cher et c'est assez compliqué de les obtenir. Mais si je devais vous conseiller un ASIC, les limites, ça serait les S19, les derniers S19. Ouais. D'accord. De chez Bitmine. Après, voilà, c'est à peu près. Si vous cherchez vraiment à miner du Bitcoin, vous pouvez le faire avec ces ASIC-là. Oui. D'accord. Et pour une installation avec les cartes graphiques, parce que, Alors, parce que pour les cartes graphiques, pour vous les avez. autres types de monnaie, hein, bien évidemment. Ah oui, oui, bien sûr. Pas que l'Ethereum, mais en général, un rig, c'est tout le temps la même chose. Hein. C'est une carte mère, donc souvent c'est une BTC 37. Ça pas que, hein, évidemment, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais c'est mieux de prendre une carte dédiée au mining. Donc BTC 37, donc dessus vous avez déjà le processeur, vous avez la RAM souvent qui est dans le pack. Et ensuite pour les cartes graphiques, c'est à vous de voir. Selon la disponibilité des cartes, vous pouvez prendre des 3090 ou des 3080 ou des 3060 Ti. Sincèrement, il n'y a pas de limite en fait. Vous pouvez même faire des rigs mixtes. Hein. Vous pouvez faire un rig AMD, Nvidia, vous
pouvez même faire un rig où il n'y a pas les mêmes cartes dessus, différents modèles. Enfin, il n'y a vraiment pas de limite à ce niveau-là. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je ne peux pas conseiller vraiment de cartes en particulier parce que ça dépend en fait des budgets de chacun et ça dépend aussi des disponibilités. Est-ce que, en dehors de la disponibilité et du budget, y a-t-il vraiment une différence entre NVIDIA et AMD? Oui, ouais, sur certains algos, Nvidia est plus performant que AMD. Oui. D'accord, Sur certaines cryptos, du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les cartes Nvidia que les cartes AMD. d'accord. Et ça, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se renseigner à ce sujet-là ou Eh ben, c'est à encore une fois, vous l'expérience? pouvez aller sur What2Mine et sur What2Mine, vous avez toutes les cartes graphiques avec leur puissance de calcul et leur rentabilité sur tel ou tel algo. Parfait. Eh ben, ça va être le mot de la fin. Et je te remercie beaucoup pour Yes, avec plaisir, oui. Écoute, c'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de choses. Je suis super contente, moi. J'espère que les spectateurs aussi auront pu apprendre pas mal de trucs. Je vais remettre, là, vous allez voir ta chaîne YouTube, ton Twitter, ton Discord. Je vais mettre aussi celui de Maxime. Et puis, n'hésitez pas à aller directement sur ses réseaux sociaux, cliquez sur j'aime et suivez avec intérêt Julien, qui est vraiment très passionnant. On sent que tu es animé par ça, que tu aimes ça, que tu es passionné, puis tu comprends Ah vraiment oui, ce que depuis tu très fais. longtemps maintenant. Ah oui, 2011, moi j'ai commencé en 2012, je pensais que j'étais déjà une vétérante, mais c'était encore mieux que moi. J'avais à peu près 15 ans quand j'ai commencé. Oh, t'es jeune en plus. Oui, à peu près, oui, oui. T'étais vraiment en avance sur ton temps, alors bravo, félicitations. C'est, Merci, bah du coup, ouais. je On a, suis, on a, on a fait du chemin depuis ces années, mais oui, on a fait aussi beaucoup d'erreurs, mais bon, ça, c'est la vie, hein. Oui, mais ça nous apprend. Moi, je me rends compte maintenant, moi, je suis plus spécialisée dans le holding. Mais si j'avais pas fait toutes ces erreurs, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça a été bénéfique. Ça a été vraiment bénéfique. Enfin bon, ceci était une autre histoire, c'est de la philosophie. Juste avant de se quitter, on va faire un dernier petit tour d'horizon. Parce que tu nous as expliqué beaucoup de choses, mais il faut bien que tu gagnes ta vie, j'imagine. Donc, vous avez sûrement des services ou des formations que le public, qui pourraient intéresser le public, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors sur le Discord, on a la possibilité en fait d'aider les nouveaux arrivants, donc à monter leur rig de A à Z. On leur permet en fait de monter toute leur structure. Alors c'est pas seulement les rigs, ça peut être l'électricité, la ventilation, etc. Alors on travaille autant avec les particuliers qu'avec les professionnels, donc on les aide à monter leur rig. On, on les aide aussi à faire leurs OC, leurs overclockages, le paramétrage de software. En fait, on s'occupe de tout de A à Z. Est-ce que vous Oui, faites ça à pardon. distance ou est-ce que vous vous déplacez? Ah, on fait les deux. On D'accord. peut le faire à distance. Si par exemple la personne a besoin d'une aide à distance et qu'elle arrive à s'en sortir, on peut l'aider à distance. Là, il n'y a pas de souci. Ou alors on peut venir sur place et lui monter ses rigs et tout et s'occuper de tout de A à Z. Oui. Voilà, On a des formations où on répond à toutes les questions. En fait, on va se caler. Comme là, tu l'as fait, tu prépares les questions. La personne va préparer les questions à l'avance. Toutes les questions auxquelles elle veut que la personne réponde. Donc, c'est le formateur. Et pendant une heure ou plus, hein, elle va répondre à toutes les questions et elle va l'aider, elle va l'aiguiller petit à petit. Est-ce que, j'imagine, toutes ces informations doivent être sur votre site internet? On a toutes les informations pour l'instant sur le Discord. Ok, C'est-à-dire on a un Discord sur lequel on peut créer un ticket et on a une section, une catégorie sur Discord où on a tout ce qu'on fait. d'accord. Service de montage, service de conseil, etc. Et les gens ont juste sur Discord à créer un ticket, ils créent leur ticket et hop, c'est bon, on répond en quelques heures et on prend une date ensemble. Alors, encore une fois, grand merci Julien et je te souhaite une très bonne continuation sûrement l'année prochaine. Yes, merci.